raconte, un podcast FLE, épisode 23, notre rapport à la nourriture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 23 de Qu'est-ce que tu racontes ? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème assez général et qui nous concerne tous normalement, c'est la nourriture. Plus particulièrement, j'aimerais que l'on analyse ensemble notre rapport à la nourriture. Lorsque je parle de rapport à la nourriture, je veux parler de la façon dont on l'appréhende, mais aussi de l'impact qu'elle peut avoir sur nous et sur notre vie. Ici, j'utilise le verbe appréhender, un peu dans le même sens que le verbe approcher. Quand je parle d'appréhender la nourriture, je veux donc parler de la manière assez générale de notre approche avec la nourriture, de la manière dont on la perçoit, mais aussi dont on la consomme par exemple. C'est un vaste programme et une fois de plus, nous n'avons qu'un épisode pour en parler, donc je vais essayer d'être assez synthétique. Pour commencer, je voudrais vous parler un peu de mon rapport à la nourriture puisque je commence toujours par vous parler de mon expérience personnelle. J'ai déjà dit dans un autre épisode que j'étais végétarienne. C'est déjà quelque chose d'assez important à dire pour parler de mon rapport à la nourriture. En effet, d'après moi, cela montre que j'ai un rapport assez conscient à la nourriture. Je choisis ce que je mange en fonction de mes valeurs, en fonction de ce qui est important pour moi et en fonction de ce que je refuse de faire dans la vie. Comme je l'ai déjà dit dans cet autre épisode dont je viens de vous parler, si je suis végétarienne, c'est avant tout parce que j'ai du mal à supporter la souffrance animale. Je sais qu'aujourd'hui, les animaux que nous mangeons sont parfois tués de manière assez cruelle et j'ai des difficultés à apprécier de manger quelque chose lorsque je sais que cette chose a causé de la souffrance pour les animaux. Je suis aussi végétarienne pour des raisons écologiques parce que je sais qu'entre autres, la production de viande dans le monde est assez polluante. Dans cette dernière phrase, j'utilise l'expression « entre autres » parce que je veux dire que la production de viande est une cause de la pollution dans le monde, mais qu'elle n'est pas la seule. C'est lorsque vous voulez parler d'une chose en signifiant que cette chose n'est pas la seule que vous pouvez utiliser cette expression, entre autres. Pour en revenir à mon alimentation, une chose que j'ai réalisée et qui est assez surprenante pour moi, c'est le fait que la raison être en bonne santé arrive seulement en 3e place dans les raisons pour lesquelles je suis devenue végétarienne. En effet, ce n'était vraiment pas une chose à laquelle je pensais lorsque j'ai pris cette décision. Et si je vous dis que cela est surprenant pour moi, c'est parce que cette raison, être en bonne santé, a été un objectif très important dans ma vie, et d'ailleurs il le reste aujourd'hui, pendant de nombreuses années. Peut-être que vous allez vous dire que j'exagère un peu sachant que j'ai seulement 27 ans, mais finalement pas tant que ça. En effet, je peux dire que c'est l'une des préoccupations de ma vie depuis de nombreuses années, tout simplement parce que même lorsque je n'étais pas tout à fait consciente de cela, parce que j'étais trop petit, mes parents, en particulier mon père, m'ont très rapidement inculqué cette habitude de bien manger pour être en bonne santé. Pour être tout à fait clair, le verbe inculquer signifie faire entrer dans l'esprit. Ainsi, depuis que je suis toute petite, j'ai très rapidement intériorisé le fait qu'il ne faut pas manger trop sucré, trop salé ou encore trop gras si l'on veut rester en bonne santé. Pour être honnête avec vous, je pense même que mon père a été un peu trop strict avec cela lorsque nous étions petites avec ma sœur. En effet, nous avions un accès extrêmement limité à ce qui est considéré comme de la nourriture mauvaise pour la santé, en particulier aux sucreries. Par exemple, je me rappelle qu'à la maison, il n'y avait jamais de bonbons et que les gâteaux étaient en général très rares. Notre père nous encourageait plutôt à manger des fruits ou bien des compotes ou encore des yaourts lorsque nous avions envie d'un dessert. Je sais qu'il le faisait pour notre bien, mais je crois aussi que c'est la cause de quelques troubles que j'ai pu connaître pendant mon adolescence. Lorsque je parle de troubles, je ne veux pas parler de maladies assez graves comme la boulimie ou encore l'anorexie. La boulimie, c'est un trouble mental qui fait qu'on connaît des crises pendant lesquelles on va avoir envie de manger énormément et en grande quantité,
qui sont suivis de moments pendant lesquels on va chercher à compenser cette grande quantité de nourriture en faisant par exemple beaucoup de sport ou en se faisant vomir. L'anorexie, c'est une maladie mentale qui fait que la personne va chercher à être toujours de plus en plus maigre. Ce sont donc des maladies qui sont assez graves et lorsque je parle de mon trouble, je ne parle pas du tout de quelque chose d'aussi sérieux que cela. Je parle plutôt d'un impact assez général sur ma vie et sur mon mode de vie qu'a eu cette éducation par rapport à la nourriture de la part de mon père. Pendant que j'étais encore une enfant, je pense que cela n'a pas eu un très grand impact. Je faisais juste attention à ce que je mangeais lorsque j'étais chez mes parents, et peut-être un peu moins lorsque j'étais à l'extérieur, à l'école par exemple, ou encore chez mes grands-parents. Je pense que j'ai commencé à sentir l'impact de cela lorsque je suis entrée au collège, ou un peu après, lorsque j'ai eu 13 ou 14 ans. À partir de ce moment, j'ai développé une forme d'attention assez stricte par rapport à la nourriture que je mangeais et en particulier par rapport à la relation qu'il y avait entre ce que je mangeais et mon corps. Je suis devenue de plus en plus attentive à rester suffisamment fine et pour cela, je faisais attention à ce que je mangeais, mais je me suis aussi mise à avoir une activité sportive assez régulière et de plus en plus fréquente. Dans cette dernière phrase, je dis que j'ai fait attention à rester la plus fine possible. C'est un adjectif qui s'oppose à gros ou grosse pour le féminin. Évidemment, je sais que c'est une phase que beaucoup d'adolescentes connaissent, une phase de difficulté dans le rapport au corps. C'est pour cela que je ne dramatise pas cette période de ma vie et que j'ai bien conscience que ce n'est pas aussi grave que des maladies comme l'anorexie ou la boulimie que j'ai citées avant. Cependant, je pense qu'un facteur qui s'est ajouté en plus dans mon cas personnel, c'était justement l'éducation à la nourriture que j'avais reçue de la part de mon père. C'est une période qui a duré quelques années et même si aujourd'hui je considère que j'ai un rapport à la nourriture qui est beaucoup plus sain et que ma pratique sportive est moins extrême qu'avant, je sais que cette éducation a tout de même toujours une forme d'impact sur mon mode de vie actuel. Pour finir, je dirais que ces habitudes que mon père m'a inculquées en matière de nourriture ont donc eu, d'une certaine façon, un effet un peu négatif, mais je sais aussi que je dois le remercier pour cela parce que je connais les bienfaits pour mon corps de manger correctement. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous allons voir qu'en plus d'avoir un effet positif sur le corps, manger sainement a aussi un effet positif sur notre cerveau. On sait depuis longtemps que notre alimentation influence notre santé physique, mais on parle moins souvent de son effet sur notre santé mentale. Pourtant, un article publié sur Slate montre que ce que l'on mange a aussi un impact important sur notre cerveau et donc sur notre humeur. Cet article, qui explique les recherches de deux scientifiques canadiennes, Bonnie Kaplan et Julia Routledge, met en avant une idée nouvelle mais très intéressante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne mangent pas forcément mal, mais elles ne donnent pas à leur cerveau ce dont il a besoin. Ces chercheuses parlent alors de faim cérébrale. Cette faim du cerveau est liée au manque de micronutriments. Ce sont de petites substances comme des vitamines et des minéraux. Notre corps en a besoin en toute petite quantité, mais ils sont essentiels pour rester en bonne santé. Et notre cerveau en a particulièrement besoin pour bien fonctionner. Ces micronutriments sont très présents dans les aliments frais et naturels, les fruits, les légumes, les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, mais aussi les bonnes graisses comme l'huile d'olive ou les noix. Le problème, c'est que beaucoup de personnes consomment surtout des produits ultra transformés comme les sodas, les céréales très sucrées ou les plats industriels. Ces aliments sont souvent riches en sucre ou en graisse, mais très pauvres en micronutriments. Ce manque peut avoir des conséquences sur notre humeur car ces nutriments sont nécessaires pour produire certains neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des substances fabriquées par notre cerveau qui permettent de transmettre les émotions comme la joie ou la tristesse. Par exemple, la sérotonine et la dopamine sont deux neurotransmetteurs très importants pour la régulation des émotions.
S'il n'y a pas assez de micronutriments, le cerveau produit moins bien ces substances, ce qui peut nous rendre plus tristes, plus stressés ou plus nerveux. L'article cite plusieurs études scientifiques faites dans différents pays comme l'Australie, le Canada ou l'Espagne. Ces études montrent que les personnes qui ont une alimentation plus saine, par exemple riche en légumes, en fruits et en produits frais, ces personnes ont moins de symptômes de dépression ou d'anxiété. Cela ne veut pas dire qu'il suffit de manger une salade pour être heureux, bien sûr. Mais les résultats sont clairs. Une bonne alimentation peut vraiment aider à améliorer notre état mental. Dans certains cas, des personnes dépressives ont vu leur état s'améliorer simplement en changeant leur façon de manger. Par exemple, en suivant un régime méditerranéen, c'est-à-dire une alimentation inspirée des pays autour de la Méditerranée, beaucoup de légumes, de légumineuses, de poissons et d'huile d'olive. Enfin, l'article propose une idée un peu plus provocante mais qui mérite réflexion d'après moi. Et si une partie des comportements agressifs qu'on voit aujourd'hui, par exemple sur les réseaux sociaux, était aussi liée à notre façon de manger? Peut-être que notre cerveau, mal nourri, devient moins capable de gérer le stress ou les émotions fortes. Cela ne veut pas dire que les réseaux sociaux ne posent pas de problème, mais cela permet de nuancer notre vision des choses. Peut-être qu'un esprit bien nourri est aussi un esprit plus calme. L'expression permettre de nuancer veut dire ici aider à donner une vision plus complète et moins simplifiée. Personnellement, je trouve cette idée très intéressante. Il est parfois difficile de bien manger, surtout quand on manque de temps ou d'argent. Mais si l'alimentation influence à ce point notre humeur, alors on comprend mieux pourquoi il est important de faire attention à ce qu'on met dans notre assiette. Cette expression que je viens d'utiliser veut dire penser un peu plus à ce qu'on mange et ne pas choisir nos aliments sans réfléchir. Prenons un temps maintenant pour revoir ensemble le vocabulaire de cet épisode. Le premier verbe que nous avons croisé est appréhender. Ici, cela veut dire s'approcher de quelque chose ou bien comprendre et percevoir quelque chose. Ensuite, nous avons vu l'expression « entre autres ». On l'utilise pour dire qu'on parle d'une chose parmi plusieurs. Un autre verbe important est « inculquer ». Cela veut dire faire entrer une idée dans l'esprit de quelqu'un, souvent dès l'enfance. Nous avons aussi parlé de troubles liés à la nourriture comme la boulimie et l'anorexie. La boulimie est un trouble mental où une personne mange beaucoup en très peu de temps, puis cherche à compenser en vomissant ou en faisant beaucoup de sport, par exemple. L'anorexie est une maladie mentale où la personne veut devenir très maigre en mangeant très peu. Nous avons utilisé l'adjectif fin ou fine pour le féminin, qui signifie mince, pas gros ou pas grosse. Une expression très intéressante que nous avons découverte est la faim cérébrale. Cela désigne un manque de micronutriments dans le cerveau, des petites substances comme des vitamines ou des minéraux dont notre cerveau a besoin pour bien fonctionner. À ce sujet, les micronutriments sont des vitamines, des minéraux et d'autres petites substances présentes dans les aliments frais comme les fruits, les légumes ou les noix qui sont essentiels pour la santé. Nous avons aussi parlé des aliments ultra transformés. Ce sont des aliments fabriqués industriellement, souvent riches en sucre ou en gras, mais pauvres en micronutriments. Dans le cerveau, il y a des substances importantes appelées neurotransmetteurs. Ce sont des messagers qui transmettent les émotions comme la joie ou la tristesse. Deux neurotransmetteurs très connus sont la sérotonine et la dopamine. Enfin, nous avons parlé du régime méditerranéen, c'est-à-dire une alimentation inspirée des pays autour de la Méditerranée, riche en légumes, fruits, légumineuses, poissons et huile d'olive. Dans l'épisode, j'ai aussi utilisé l'expression « permettre de nuancer », qui signifie aider à avoir une vision plus complète, moins simplifiée d'une situation. Et pour finir, une expression simple mais importante, faire attention à ce qu'on met dans l'assiette, c'est penser à ce qu'on mange et choisir ses aliments avec soin. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui, mais j'aimerais beaucoup connaître votre opinion sur notre sujet du jour.
Est-ce que vous pensez que votre façon de manger influence aussi votre humeur? Et est-ce que vous faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.